Varsovie, le mémorial du soldat inconnu. De tous les pays qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, c'est la Pologne qui a le plus souffert. 5,5 millions de Polonais, soit 20% de la population, y ont trouvé la mort. C'est en Pologne que la guerre a commencé, et c'est à partir de la Pologne qu'elle a embrasé le monde entier. La ville de Danzig, aujourd'hui Gdansk, servit ostensiblement de détonateur à la Deuxième Guerre mondiale. En 1919, pour donner aux Polonais un accès à la mer, le traité de Versailles avait séparé Danzig de l'Allemagne vaincue. La ville était formellement sous contrôle de la Société des Nations, mais la Pologne y disposait de certains droits, à commencer par celui d'utiliser le port, situé à l'embouchure de la Vistule, le grand fleuve polonais. Avec ses maisons à pignons et ses nombreuses statues, Danzig était et demeure une ville typiquement hanséatique. La légende voulait qu'elle ait été créée 2000 ans plus tôt par des tribus germaniques. En 1939, sa population était essentiellement allemande. Die Stadt Danzig war schon zur Zeit der Ordensritter ein Bollwerk des Deutschtums nach dem Osten. Mit der Blütezeit der Hanse wuchs ihre Bedeutung und ihr Wohlstand. Häuser und Tore sind Zeugen dieser stolzen Vergangenheit. Sie zeigen heute wie immer den urdeutschen Charakter dieser Stadt. À la fin des années 30, les Allemands de Danzig réclamaient leur rattachement au Reich. Et Hitler se servit de leurs griefs, réels ou imaginaires, pour attiser la crise. Pour lui, Danzig en elle-même était sans importance. Mais elle constituait un prétexte idéal pour déclencher la guerre. Danzig permettait à Hitler de faire d'une pierre deux coups. En reprenant la ville, il vengeait l'honneur blessé des Allemands, mais surtout il se donnait le moyen de provoquer un conflit avec la Pologne. Mein Kampf, la conquête d'espace vital. Et pour cela, le rôle de la Pologne était capital. Les grands espaces étaient à l'est. Pour agrandir le Reich, c'était de ce côté-là qu'il fallait aller. D'ailleurs, les chevaliers teutoniques avaient montré l'exemple. C'est à l'est qu'ils avaient construit leur château et imposé leur ordre colonial avec un zèle missionnaire. Osten schallt der Ruf durchs Land. Deutschritter, nehmt das Schwert zur Hand. Vermehrt das Land, vermehrt den Wald, schafft Raum der Heimat, Raum den Erben. Fin août 1939, alors que Hitler dénonçait des provocations polonaises, un navire de guerre allemand, le Schleswig-Holstein, arriva à Danzig pour une visite de courtoisie. Das deutsche Schulschiff Schleswig-Holstein läuft zum Besuch der freien Stadt in den Hafen ein. Jubelnd empfangen die Danziger unsere Soldaten von der Kriegsmarine.
wenn es weitere Unterdrückungsmaßnahmen gegen das dortige Deutschtum vornehmen würde. Oder wenn Polen versuchen sollte, auf dem Weg zollpolitischer Maßnahmen Danzig wirtschaftlich zu vernichten, dass dann Deutschland nicht mehr länger untätig zusehen könnte. Face à l'endroit où le Schleswig-Holstein était amarré, sur la rive orientale de la Vistule, se trouvait une enclave polonaise appelée Westerplatte. Depuis 1925, la Pologne y disposait d'un dépôt de munitions et d'une garnison de 88 soldats. Franciszek Bartoszak était l'un d'eux. Le Schleswig-Holstein est entré dans le port le 25 août. Il a mouillé face à la Westerplatte. Le lendemain, il s'est approché à environ 450 mètres et le 1er septembre à 4h45 du matin, il a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une explosion incroyable. Nous avons pensé que la Westerplatte allait se désintégrer. Tout le monde criait « la guerre, la guerre ». Malgré les tirs à bout portant des canons de marine allemands, la garnison polonaise résista pendant toute une semaine. Nous étions une famille de 4 personnes avec un chien berger. Nous dormions tous tranquillement lorsque soudain, à 4h47 du matin, des tirs d'artillerie ont éclaté. Ma mère fut la première debout. Elle réveilla notre père. « Papa, papa, cours, le canon, le canon !» Et mon père, « Mais non, tu es folle, ça doit être un orage. » Et puis, la deuxième et la troisième salve sont venues du Schleswig-Holstein et de la Westerplatte. Difficile de ne pas les entendre. Au même moment, dans la ville de Danzig, des unités SS attaquaient les installations polonaises, y compris la poste et son personnel civil. L'appartement de mes parents était situé dans la vieille ville, à 400 mètres de la poste. On voyait 2 véhicules blindés, l'un baptisé Saar et l'autre Sudette, s'approcher chacun d'un côté. Et les postiers polonais ripostaient. Ce n'étaient pas des soldats. D'après ce que je sais, après les combats, ils ont été emmenés, jugés et exécutés. Pour déloger les postiers polonais, les Allemands durent arroser le bâtiment d'essence et y mettre le feu. Au moment où se déroulaient ces événements, Hitler lançait 52 divisions, dont 15 divisions blindées, à l'assaut de la Pologne. La rapidité et la force de pénétration de l'offensive furent telles que la Pologne n'eut même pas le temps de mobiliser tous ses soldats. 250 000 manquèrent à l'appel. En fait, l'attaque allemande, qui répondait à des besoins spécifiques, était proprement révolutionnaire. Hitler savait que l'Allemagne, pour toutes sortes de raisons, n'était pas en mesure de mener une guerre longue et de grande envergure sur plusieurs fronts. Alors que faire ? Avec une étonnante faculté d'adaptation, il a répondu lui-même à la question. Si un conflit élargi n'est pas possible, alors il faut attaquer les ennemis un par un, les démolir par un assaut concentré et fulgurant avant de passer au suivant. C'est ça, le principe fondamental du Blitzkrieg, la guerre éclair. En septembre 1939, la plaine polonaise était sèche et le ciel était clair. Le temps facilitait la charge des divisions blindées et aussi les bombardements de la Luftwaffe. Au 4e jour de l'offensive, le gouvernement polonais évacuait Varsovie, la capitale, en proie à de violents bombardements.
William Shirer, ancien correspondant de la radio américaine à Berlin, a assisté au déferlement de la Wehrmacht en Pologne. Nous avons tous été stupéfiés par la rapidité de l'offensive. Un peu plus tôt, lors d'une visite en Pologne, j'avais été frappé par le côté arriéré de l'armée polonaise. Elle n'était pas du tout préparée à affronter une armée moderne comme celle de l'Allemagne. Avec leur nouvelle technique, qui combinait l'assaut des blindés et les bombardements aériens, les Allemands étaient irrésistibles. L'armée polonaise était en retard d'une guerre. La futilité des charges de cavalerie avait été amplement démontrée dès la guerre de 14-18. Mais les généraux polonais se méfiaient des blindés. En 1939, la Pologne possédait bien peu de chars et d'armes anti-chars. Face aux divisions de fer de Hitler, son armée ne manquait certes pas de courage, mais elle ne faisait pas le poids. Nous étions très impressionnés par le courage des soldats polonais. Ils n'hésitaient pas à se battre contre nos blindés, contre une armée très supérieure à la leur. Ils se sont battus avec acharnement. Pauvres diables. Mais malheureusement pour les Polonais, si je puis dire, les Français et les Anglais n'ont pas attaqué l'Allemagne sur le front ouest. Ce fut sans doute une erreur. Lorsque la France et la Grande-Bretagne déclarèrent la guerre à l'Allemagne, le 3 septembre, des milliers de Polonais descendirent dans les rues pour acclamer les deux pays. Paris et Londres étaient alliés à Varsovie pour le meilleur et pour le pire. De grandes manifestations eurent lieu devant les ambassades de France et de Grande-Bretagne. Notre ministre des Affaires étrangères, M. Beck, au balcon de l'ambassade britannique, nous fit même part de cette merveilleuse nouvelle. Nous n'étions pas seuls. En réalité, nous étions seuls et nous allions être seuls jusqu'au bout. Dès les premières heures de la guerre, l'aviation allemande avait attaqué les villes polonaises sans défense et des milliers de civils avaient été tués. La France, comme la Grande-Bretagne, s'était formellement engagée à venir au secours de la Pologne par tous les moyens. Mais cette promesse ne fut jamais tenue, ni du côté anglais, ni du côté français. Listening to the British radio was pretty discouraging. Écouter la BBC était plutôt décourageant. Les bulletins d'information semblaient donner plus d'importance au championnat de football qu'à la guerre en Pologne. On espérait tous des bombardements aériens contre l'Allemagne, et puis on apprenait que la Royal Air Force s'était contentée de larguer des tracts sur la Ruhr. All we got was news of leaflet raids on the Ruhr. The whole thing. Tout cela n'était pas très facile à expliquer à nos amis polonais qui écoutaient la radio avec nous. Who were listening to the news with us. Devant l'ambassade de Pologne, la population parisienne manifeste sa sympathie au peuple polonais, dont l'héroïsme fait l'admiration du monde civilisé. L'accord avec Varsovie prévoyait la création d'une armée polonaise en France. Comme tous les Polonais exilés, Kazimierz Romanowicz était prêt à se battre. Écoutez, quand j'ai appris que la guerre a éclaté, évidemment j'étais très jeune, n'est-ce pas? Alors, la première réaction de moi, c'était l'inquiétude d'abord de ma famille, de mes proches. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et d'autre côté, des sentiments, qu'est-ce que je peux faire pour la Pologne tout de suite? Je suis allé à la maison polonaise qui était rue des Crayons pour s'inscrire comme volontaire. Et j'étais très déçu qu'avant moi, il y avait déjà beaucoup de monde. Parce que vous savez, tout le monde voulait être le premier. D'après mes souvenirs, les Français étaient formidables. Vous savez, je parle toujours de mes milliers, n'est-ce pas, de mes amis français, de mon âge, c'est-à-dire de 22, 23, 25 ans, n'est-ce pas? Ils étaient aussi engagés que nous.
La France et l'Angleterre mobilisaient. Les soldats s'équipaient et montaient au front. Mais les jours passaient et malgré les appels au secours des Polonais, les Alliés tardaient à attaquer Hitler. La vie des champs continue en toute quiétude. Un peu partout, les soldats apportent leur aide aux travaux de la terre. On attendait d'un jour à l'autre la décision, n'est-ce pas, qui ne venait pas. Alors, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe vraiment, vous savez, au ministère de la Défense ou au ministère étranger, n'est-ce pas? Mais on voyait qu'il y a quelque chose pas trop catholique. Les Anglais ont dit il faut que les Français bougent, et les Français disaient il faut que les Anglais commencent. Jusqu'à presque, vous savez, de la fin de la guerre en Pologne. On continuait à croire que la France allait intervenir demain ou dans une semaine. On se disait, tenons bon encore un peu et une attaque décisive viendra renverser la situation. Je reste persuadé que l'Allemagne aurait été battue si la France, avec son armée d'1 million de soldats, était intervenue. C'est cela que Hitler et ses généraux redoutaient. À l'époque, le rapport des forces était très favorable aux Alliés. Les Franco-Britanniques alignaient plus de 100 divisions face à 25 divisions allemandes. Un avantage de 4 contre 1. L'Allemagne était très désavantagée. Si la France et l'Angleterre avaient attaqué à ce moment-là, ou même encore 3 mois plus tard, l'Allemagne aurait été vaincue dès 1939. Alors que les forces navales de l'Allemagne sont de 312 000 tonnes, celles de l'Angleterre et de la France dépassent 2 340 000 tonnes. Cette écrasante supériorité paralyse la flotte ennemie, interdisant à l'Allemagne de recevoir des matières premières. La puissance économique et financière des Alliés s'ajoute à celle de leurs armes. Ils savent qu'ils seront victorieux parce qu'ils sont les plus forts. Malgré tout, les Alliés restaient l'arme au pied. Chamberlain visita les soldats britanniques sur le front, mais il n'était toujours pas dans ses intentions. Ici, avec le président Lebrun, était prêt. Mais une fois de plus, le gouvernement Daladier et l'état-major hésitaient. À l'abri de la ligne Maginot et sur fond d'intrigues politiques, on sombra bientôt dans l'inactivité. Pendant 9 mois, de septembre 39 à mai 40, ce fut la drôle de guerre. La drôle de guerre, ce n'était pas la guerre. Pendant que Hitler et Staline dépeçaient la Pologne, 1,5 million de soldats commençaient à s'ennuyer. Faute de faire la guerre, Français et Anglais tuaient le temps comme ils pouvaient. D'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République c'est encore le meilleur régime ici-bas et tous ces gaillards qui pour la France et l'Angleterre restaient passives, mais bientôt le conflit s'étendit de façon dramatique avec l'invasion de tout l'Est polonais par les troupes soviétiques. Le 17 septembre, sans déclaration de guerre, l'armée rouge poignardait la Pologne dans le dos. Ce fut le coup de grâce. Pris en tenaille et écrasé, le pays allait être découpé par les vainqueurs réunis à Brest-Litovsk.
Rien n'avait été laissé au hasard. La ligne de partage entre les deux zones d'occupation avait été négociée au préalable par Hitler et Staline. Lors du défilé marquant le transfert de Brest-Litovsk aux Soviétiques, les officiers de la Wehrmacht et ceux de l'Armée rouge étaient côte à côte sur le podium pour saluer les troupes. Les civils polonais avaient terriblement souffert, et pour échapper à la double invasion, beaucoup cherchèrent leur salut dans la fuite. Nous marchions vers l'est en terre russe et nous croisions souvent des groupes de gens. Eux fuyaient vers l'ouest pour échapper aux bolcheviks. Et ils nous demandaient « Mais où allez-vous ? Ils vont vous tuer !» Et nous leur répondions « N'allez pas vers la zone allemande, là-bas on vous tuera !» Quelle vision d'horreur! Les Polonais qui fuyaient comme des animaux pour chasser, dans tous les sens, pour essayer de sauver leur vie. Dans les heures qui suivirent l'invasion soviétique, les troupes polonaises de l'Est déposèrent les armes. 80 000 soldats parvinrent à s'enfuir et continuèrent le combat à l'étranger. Mais 17 000 officiers furent faits prisonniers. Ceux-là, on ne les revit jamais. Quelques mois plus tard, 4 000 d'entre eux allaient être froidement exécutés par les Soviétiques dans la région de Katyn. Pour des millions de Polonais, il n'y avait pas de fuite possible, ni de répit. La campagne militaire à peine terminée, c'est une véritable guerre raciale que Hitler déclencha contre eux, et avant tout contre les Juifs. Regroupés dans des zones spéciales, les Juifs polonais furent d'abord astreints aux travaux forcés pour des rations alimentaires de famine. Plus tard, ces zones spéciales furent transformées en camps d'extermination. Majdanek fut l'un des premiers, Auschwitz aussi. Même les enfants ne furent pas épargnés. Bien des villes polonaises avaient leurs quartiers juifs. Ces quartiers, les nazis les isolèrent. Et les SS en firent des terrains de chasse à l'homme où ils faisaient régner la brutalité et la terreur. Sie werden überall sofort verhaftet und ihrer gerechten Strafe zugeführt. Les civils polonais qui avaient lutté contre l'invasion allemande furent arrêtés et fusillés. La plus petite résistance était passible de la peine de mort. Dans les camps de prisonniers de guerre, la Gestapo recherchait les Polonais accusés d'avoir maltraité la minorité allemande. In den großen Gefangenenlagern wird das polnische Mordgesindel den misshandelten Volksdeutschen gegenübergestellt. Ici, un homme d'origine allemande dénonce l'assassin de son frère. Hitler voulait conquérir ces territoires. Mais ce qu'il voulait aussi, dans l'horrible langage des nazis, c'était se débarrasser au plus vite de la sous-race des Slaves. Les Polonais d'abord, mais ensuite et surtout les Soviétiques. Il voulait éliminer l'élite de ces pays et la remplacer par la race germanique des seigneurs. Et sous la domination des seigneurs, il y aurait eu une énorme masse d'esclaves pauvres, sans éducation, sans identité nationale et sans conscience sociale. Une masse travaillant exclusivement pour l'intérêt des Allemands.
Un film de propagande nazie donnait au public allemand un aperçu du rêve hitlérien d'espace vital, le Lebensraum. Ich will sagen, nicht so, was ich sehe. Tja, Vater, sag mal. Ich sehe, wie sich's da ausbreitet. Weit, 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 das ganze Land. Und wie es da wimmelt und sich regt. Vom Strande der Ostsee, wo sich die Föhren im Meerwind biegen und krümmen, bis zu den Karawanken, wo schon die Sonne des Südens niederbrennt. Vom Tiroler Land, wo der Wein hoch hinaufwächst, bis an die brüllende Nordsee. Nietzsche, wir haben eine Heimat. So schön, so groß. À Zamość, dans le sud-est de la Pologne, la seule évocation des nazis suscite encore aujourd'hui l'angoisse. Hitler nourrissait une haine particulière pour les Polonais. Ils avaient bravé ses menaces et tenu tête à ses armées. Pour les punir, il allait détruire leur pays. Pour se débarrasser des Juifs et des classes dirigeantes, et aussi pour réduire le peuple à l'état de masse laborieuse, Hitler donna l'ordre d'imposer les pires privations à la Pologne. Zamość était un camp de transit de la Gestapo, et des milliers de Polonais qui ont franchi cette porte ne sont jamais revenus. Un jour que ma grand-mère passait par là, une mère juive qui avait un petit enfant la supplia. « Pavlova, par pitié, prenez mon enfant. » Un Allemand l'entendit et dit à ma grand-mère, « Vous voulez qu'on vous emmène avec les Juifs, vous aussi ?» Ma grand-mère s'éloigna. Alors l'Allemand s'en prit à cette femme. Il l'immobilisa, puis avec un fouet, il se mit à battre l'enfant qu'elle avait essayé de sauver. Après avoir été fouettés, tous les Juifs du groupe furent conduits près de l'église, au bord d'un grand trou. Là, on leur tira dessus. Certains, en tombant dans le trou, étaient encore vivants. Leurs ossements sont toujours là. L'école de la région de Zamość fut utilisée par les nazis pour une expérience de ségrégation raciale. Les Polonais aux cheveux blonds et à la peau claire étaient rangés dans la catégorie des Aryens et transférés en Allemagne. Ceux aux cheveux bruns étaient envoyés dans les camps. 50 ans plus tard, des survivantes se souviennent. À l'école, nous étions examinés par un docteur. Il était grand, il nous prenait par le bras et nous faisait tourner comme ça. Il examinait la forme de nos têtes, puis nos oreilles et nos mains. Les enfants au type brun étaient envoyés dans les camps. Les blonds partaient travailler à Berlin. Même les enfants étaient séparés de leurs parents. Beaucoup d'entre nous sont morts. Dans le camp, il y avait une femme avec un bébé, enveloppé dans une couverture. Il avait 5 ou 6 mois. Il avait faim et froid et il poussait des cris terribles. Un Allemand a arraché le bébé à cette femme et il est allé l'écraser contre une pierre. L'enfant a poussé une espèce de râle. Ah! La mère s'est jetée en hurlant aux pieds de l'Allemand. Elle lui embrassait les jambes en le suppliant. Il s'est libéré à coups de pied, mais elle insistait. Alors il l'a tué d'un coup de pistolet. C'est comme ça qu'il réglait les comptes. La vision hitlérienne de l'Europe orientale impliquait le remplacement des Polonais, des Juifs, des Slaves et des Asiatiques par des immigrants allemands. Hitler avait dit « Je créerai un grand jardin dans lequel le sang allemand pourra prospérer ». C'est à Zamość que l'expérience débuta. Les Allemands nous entassèrent dans des charrettes et nous emmenèrent. On traversait les villages où il n'y avait plus personne pour s'occuper des animaux.
On emprunta des routes détournées pour éviter de rencontrer les colons allemands qui venaient occuper nos fermes. Arrivés à Zamioszk, on nous mit dans des baraquements. Auf dem Wege zum neuen Heim. Erste Besichtigung von Hof und Stall. En octobre 1939, Hitler annonça à ses généraux que la Pologne servirait de tremplin pour attaquer son nouvel allié, l'Union soviétique. Mais avant de partir en guerre à l'Est, il voulait éliminer le danger à l'Ouest. Hitler désirait tellement la guerre qu'il était prêt à modifier son plan original. Plan qui prévoyait une guerre avec la Pologne, puis avec la Russie, mais pas contre les pays occidentaux. Finalement, il décida d'attaquer à l'ouest. Après, il pourrait concentrer ses forces contre la Russie avec une puissance accrue. L'offensive allemande à l'ouest débuta en avril 40. La Norvège, puis le Danemark furent envahis. Ce fut ensuite au tour de la Hollande, de la Belgique et de la France. L'assaut contre la France fut un formidable succès. Les troupes allemandes étaient inférieures en nombre à celles des Alliés. Mais elles disposaient de la supériorité aérienne. Et une nouvelle fois, la guerre éclair, fondée sur la combinaison blindée-aviation, foudroya les lignes adverses. Après seulement 6 semaines de combat, la France réclamait l'armistice. Bientôt, le drapeau à croix gammée flottait sur Paris. Les troupes allemandes étaient entrées dans la capitale dès le 14 juin. À Bordeaux, où le gouvernement français s'était réfugié, Paul Reynaud démissionne le 16. Le 17, Philippe Pétain lui succède et donne l'ordre de cesser les combats. Mais l'armistice n'est pas encore signé et des centaines de milliers de soldats qui déposent les armes sont faits prisonniers. Le 18 juin, dans son appel à poursuivre la lutte, le général de Gaulle dénonça le défaitisme et les erreurs du haut commandement français. Même les Allemands ne cachaient pas leur étonnement. J'étais un jeune capitaine et notre victoire était telle que j'avais du mal à y croire. Nous ne doutions pas de la victoire, mais pas de cette manière. Dans la dernière phase de l'offensive, une intervention de Hitler lui-même permit aux Britanniques, repliés sur Dunkerque, de s'en sortir. Pendant 3 jours, Hitler retint les tanks allemands aux abords du port français. Eine B-Stelle an der Küste beobachtet die Flucht der feindlichen Flotte. Englische Zerstörer versuchen die fliehenden Transporter zu decken. Deutsche Flak. Au total, plus de 300 000 soldats britanniques et français furent rapatriés sains et saufs en Angleterre. Inexpliquée, mais elle a permis à l'Angleterre de poursuivre la guerre. Après des semaines d'hésitation, Hitler ordonna de préparer une invasion de l'Angleterre. Elle devait débuter, après une préparation du terrain, par l'aviation du maréchal Göring. Die Luftwaffe hat hier in höchstem Maße mit dazu beigetragen, den Gegner zu schlagen und zu vernichten. Nun stehen wir am Abschluss des ersten Geschehens, dieses gewaltigen Kampfes. Und was die Luftwaffe in Polen und Frankreich versprochen hat, wird diese Luftwaffe in England halten. Das heißt, auch hier wird sie den Feind treffen, schlagen und vernichten. Kamerad, Kamerad, alle Engels müssen warten. Kamerad, Kamerad, der Beginn ist, da wir standen.
Göring avait promis à Hitler qu'il aurait la maîtrise du ciel en 4 jours. Mais s'il est un domaine dans lequel les Anglais étaient préparés, c'est bien celui de la guerre aérienne. La Royal Air Force était équipée de radars et de systèmes de guidage très efficaces, alors que les pilotes allemands se dirigeaient pratiquement à l'aveuglette. Les chasseurs Spitfire et Hurricane étaient plus manœuvrables que les Messerschmitt 109. Le moral des pilotes britanniques était très élevé, ce qui n'était pas toujours le cas en Allemagne, où Göring poussait ses pilotes à la limite, leur imposant jusqu'à 5 sorties par jour. Adolf Galland, l'as de l'aviation allemande, se querellait à ce sujet avec Göring. Göring me dit « Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les performances de votre escadrille ?» Et j'étais si furieux, j'ai répondu « S'il vous plaît, Reichsmarschall, donnez-nous des Spitfire et nous aurons de meilleures performances qu'avec nos Messerschmitt 109. » Mais Göring m'a dit « Vous êtes fou! Vous avez le meilleur chasseur du monde, le 109 est sans rival. » Contraint de renoncer à l'invasion de la Grande-Bretagne, Hitler tenta de l'affamer. La bataille de l'Atlantique visait à couper ses approvisionnements, et les U-boats allemands, qui disposaient de bases en France et en Norvège, furent bien près de l'emporter. Chaque jour, 2500 navires de commerce britanniques étaient en mer, et chaque mois, les Allemands en coulaient des dizaines. En 1941, le rythme des pertes dépassait de loin celui des capacités de construction de nouveaux bateaux. C'est cette bataille navale qui décida les États-Unis à intervenir. Une domination de l'Atlantique par l'Allemagne aurait menacé l'Amérique. Aussi, dès 1941, la marine américaine commença-t-elle à escorter les convois britanniques. L'intervention américaine poussa Hitler à développer ses relations avec le Japon. Et Yosuke Matsuoka, le ministre japonais des Affaires étrangères, reçut à Berlin les acclamations de rigueur. Hitler poussait le Japon à attaquer les Britanniques en Asie. Il espérait ainsi créer une diversion et amener les Américains à réduire leur présence dans l'Atlantique. Mais la rencontre de Berlin eut surtout pour effet de convaincre les Américains du danger que représentaient les pays de l'Axe pour leur sécurité. Das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Reichsminister Dr. Goebbels verließ die Proklamation des Führers. Sie enthüllt zum ersten Mal vor der ganzen Welt die Verschwörung zwischen London und Moskau gegen Deutschland. Le 22 juin 1941, Hitler stupéfia l'Allemagne et le monde entier en lançant 3 millions de soldats à l'assaut de l'Union soviétique. Dans un premier temps, ils balayèrent les défenses adverses. Pour Hitler, l'Union soviétique était gouvernée par des Juifs. Mais les Juifs, étant incapables de gouverner un État, il pensait que la victoire serait facile. C'est un point de vue que défendaient également de nombreux experts militaires. Et puis les purges de Staline avaient affaibli l'armée rouge. Tout ça faisait que Hitler était loin d'être le seul à prévoir un effondrement rapide de l'URSS. En Allemagne, mais aussi en Grande-Bretagne et en Amérique, beaucoup étaient du même avis. Dans les 10 premiers jours, la Wehrmacht mit hors de combat 1200 blindés et une bonne partie de l'aviation soviétique. Elle fit 150 000 prisonniers. Une fois de plus, les armées allemandes semblaient avancer en territoire ennemi, comme à la parade. Nous progressions. Le ciel était plein d'avions allemands, mais pas un appareil soviétique à l'horizon. Quand j'ai entendu tirer un char russe pour la première fois, c'était après 4 ou 5 jours. Nous étions déjà à plus de 100 km à l'intérieur du pays. C'était comme ça depuis le début. Partout,
la plaine grande ouverte et les routes encombrées de soldats allemands en marche. Pas arrêtés, pas en position de combat, non, marchant sur les routes. Du haut d'une colline, on pouvait voir 10 000 soldats allemands d'un coup, avançant en colonne. C'était fantastique. Ou plutôt, c'était ridicule, incroyable. Alors que Hitler s'occupait du front Est, les dirigeants britanniques et américains se retrouvaient au large de Terre-Neuve. Churchill était arrivé au pouvoir à la veille de l'effondrement de la France. Sous son commandement, la Grande-Bretagne avait poursuivi la guerre seule. Il espérait maintenant que l'aventure de Hitler en Russie conduirait l'Allemagne à la défaite, surtout si Londres et Washington aidaient les Soviétiques à faire front. Now the arrival of British Prime Minister Winston Churchill for the historic meeting at sea. 3 days of conferences at which President and Prime Minister agreed on a program of peace after the war is over. Des réponses furent apportées à des préoccupations plus immédiates. Rôle accru des Américains pour protéger les convois dans l'Atlantique, assistance immédiate aux Soviétiques, réplique anglo-américaine aux menaces japonaises. C'est au cours de la rencontre que Roosevelt annonça l'embargo sur les produits pétroliers à destination du Japon. Alors, les États-Unis commencèrent à durcir leur position à l'égard du Japon. En limitant l'accès des Japonais aux produits pétroliers, on voulait les empêcher non seulement d'attaquer les pays du Sud, comme les Philippines ou la Malaisie, mais aussi éviter que le Japon n'attaque l'Union soviétique à partir de la Chine, au moment même où les Soviétiques affrontaient les Allemands à l'ouest de Moscou. Le jour de l'invasion de la Russie par l'Allemagne, Churchill avait promis à Staline le soutien de la Grande-Bretagne. À l'automne, le matériel livré par Londres dans les ports d'Arkhangelsk et de Mourmansk comprenait des chars d'assaut et 200 avions de combat modernes. En octobre, à Moscou, les États-Unis, qui n'étaient toujours pas des belligérants, décidèrent de fournir pour $1 milliard d'aide militaire aux Soviétiques. The discussions in the Kremlin have, thanks to the splendid work of Lord Beaverbrook, Mr. Averell Harriman, and Monsieur Stalin, brought about an infinitely satisfactory understanding between the UK, the USA, and the USSR. Dès le mois d'août, l'armée allemande est tenue en échec par l'armée rouge. Et la possibilité d'une coalition entre l'URSS, les États-Unis et la Grande-Bretagne contre le Japon et les pays de l'Axe paraît de plus en plus réaliste. Désormais, il est possible d'envisager la défaite de l'Allemagne. Dès l'automne 1941, il devint clair pour les Allemands qu'ils avaient sous-estimé les capacités du colosse soviétique. Alors que leur avance faiblissait, le changement de temps les frappa de plein fouet. L'hiver survint plus tôt que prévu. Ou plus exactement, début octobre, survint un phénomène typique en Russie que nous appelons Schlammperiode, l'époque de la boue. C'est à cause de cela et non pas à cause du froid que l'avance sur Moscou fut si lente. Dans ma division, alors que le char le plus avancé était à Kalinin, le dernier se trouvait à 300 km en arrière, pas à cause de l'ennemi, à cause de la boue. Et puis, brutalement, le froid est tombé. En quelques heures, il faisait 36 degrés au-dessous de zéro. Nous n'étions pas préparés à cela, ni psychologiquement, ni du point de vue de l'équipement.
Les généraux allemands voulaient arrêter l'offensive et établir des cantonnements pour l'hiver. Tous pensaient au drame de l'armée de Napoléon en 1812. Mais Hitler rejetait toute idée de retraite et il demanda aux Japonais d'attaquer l'armée rouge sur ses arrières en Sibérie. Nous aurions pu tirer avantage du conflit russo-allemand. Et cela aurait peut-être changé le cours de la Deuxième Guerre mondiale. Mais même si le Japon avait déclaré la guerre à la Russie, il n'avait pas les réserves de carburant nécessaires pour soutenir une telle attaque. Et puis les ressources vitales qu'il convoitait n'étaient pas en Sibérie, elles étaient dans les pays du Sud. C'est donc vers ces pays que l'offensive du Japon s'est poursuivie. Le 7 décembre 1941, les Japonais dévastaient Pearl Harbor, la grande base américaine du Pacifique. Partir en guerre de la contre une puissance aux ressources illimitées ne manquait pas d'audace. Ce qui avait encouragé les Japonais dans leur entreprise, c'était la situation en Europe et surtout l'exemple de leur allié allemand. Les Japonais semblaient ignorer qu'à la fin 1941, la guerre en Europe était à un tournant. À 30 km de Moscou, une barrière anti-chars marque l'endroit exact d'où partit la contre-attaque soviétique qui brisa l'offensive allemande. En plein hiver, aux portes de Moscou, les troupes allemandes étaient ensevelies sous la neige et décimées par le froid. Hitler savait que le conflit avec les États-Unis était inévitable et imminent. Il savait aussi que l'échec sur le front russe était en grande partie imputable au concept même de la guerre éclair. S'il avait commencé par attaquer la Russie, il aurait pu ensuite affronter la Grande-Bretagne et les États-Unis avec toute sa puissance. Mais cela, il ne le pouvait plus. La guerre sur deux fronts qu'il avait toujours redoutée était désormais inévitable. Et puisque la guerre avec les États-Unis était inévitable, l'attaque contre Pearl Harbor lui donnait un excellent prétexte pour la déclarer. Deutschland, Italien und Japan werden den ihnen von den Vereinigten Staaten von Amerika und England aufgezwungenen Krieg mit allen ihnen zu Gebot stehenden Machtmitteln gemeinsam bis zum siegreichen Ende führen. Artikel 2. Deutschland, Italien und Japan verpflichten sich ohne volles gegenseitiges Einverständnis weder mit den Vereinigten Staaten von Amerika noch mit England Waffenstillstand oder Frieden zu schließen. Hitler tint sa promesse de ne jamais se rendre. Mais bien avant son suicide, ce qui avait débuté en Pologne comme un conflit local s'était transformé en une guerre mondiale. Une guerre qui fit 55 millions de morts, 6 fois plus qu'en 14-18. L'Allemagne, le Japon et l'Italie avaient tenté d'imposer un nouvel ordre planétaire. Mais le résultat était finalement bien différent. Après 1945, l'Amérique et l'Union soviétique, qui avaient choisi l'isolement pendant l'entre-deux-guerres, accédaient au rang de superpuissance. À leur tour, elles n'allaient plus cesser de rivaliser pour dominer le monde.